Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Great Many. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les films et les séries de 2024 qui m'ont marqué. Alors oui, je sais, je suis un peu en retard, on est déjà en 2025, bonne année par ailleurs, mais passons. Dans une semaine, il y aura une autre vidéo comme celle-ci dans laquelle je vais revenir sur mes albums préférés de l'année passée. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Sans plus attendre, 5 films, 3 séries, des mentions honorables, mes attentes pour 2025, c'est parti. Quelques films en mention honorable pour commencer. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé. The Iron Claw de Sean Durkin. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. Challengers de Luca Guadagnino. Tu crois que le tennis est un moyen de t'épanouir, de t'exprimer? Mais tu sais pas ce que c'est le tennis. C'est quoi alors? Monkey Man de Dev Patel. Tu dois te battre. Pour ta mère. Pour nous tous. La colère n'apaisera pas ton âme. Love Lies Bleeding de Rose Glass. C'est quoi cet endroit? Tu peux pas comprendre. Remonte dans la voiture. Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou. C'est notre île, pas la vôtre. Superman, l'histoire de Christopher Reeve de Ian Bonnot et Peter Ettedgui. Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse. I ruined my life. Flow de Gins Zilbalodis. Et Dahomey de Mati Diop. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Bon, je vais commencer par parler du film que j'attendais le plus cette année, et certainement du film que j'ai le plus attendu depuis genre 5 ans. Furiosa, une saga Mad Max de George Miller, le préquel de Mad Max Fury Road, centré sur le personnage de Furiosa, avec dans le rôle titre Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Déjà, je suis super content parce que malgré mes attentes, le film ne m'a pas du tout déçu. On suit donc une jeune Furiosa depuis son enlèvement par les hommes de Dementus jusqu'à rallier les wagons avec Fury Road. George Miller, j'en ai parlé dans ma vidéo en juillet dernier, c'est un réalisateur qui se renouvelle sans cesse, et du coup je savais que ce film allait être bien différent de Fury Road. La narration est beaucoup plus étirée puisque l'histoire se déroule sur une dizaine d'années. En fait, ce film, c'est un peu la synthèse entre ces deux précédents. Ça reprend la thématique des mythes, de leur narration et de leur transmission de 3000 ans à t'attendre dans l'univers de Fury Road, avec l'action et la maestria technique que ça convoque. Côté action, justement, Miller nous offre des scènes à couper le souffle et quasi jamais vues. Côté thématique, le film oppose deux personnages, Furiosa et Dementus, et pose la question de la construction du mythe. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel individu en devienne un, devienne une légende, un héros ou une héroïne? Dementus veut absolument entrer dans la légende et fait tout ce qu'il estime nécessaire pour y parvenir. De son côté, Furiosa ne veut qu'une chose, retrouver sa terre natale. Et c'est bien les circonstances qui l'entourent qui vont faire d'elle une héroïne, malgré son indifférence à entrer dans l'histoire. Et la fin, en laissant certains événements attendus volontairement en hors-champ, colle parfaitement à ce propos. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui est important, mais comment il nourrit les personnages. Je vais m'en tenir à ça pour pas spoiler. C'est un film extrêmement dense, dans lequel on découvre toujours quelque chose de nouveau quand on le regarde. C'est en tout cas mon cas, après déjà 3 visionnages. Film suivant, All of Us Strangers, sans jamais nous connaître en français, de Andrew Hay avec Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell et Claire Foy. I've always felt like a stranger in my own family. I'm always scared of something. Un soir, Adam, qui habite à Londres dans une tour quasiment vide, fait la rencontre d'un de ses rares voisins, Harry. Le film suit leur relation naissante ainsi que les visites qu'Adam rend à ses parents, décédés il y a une trentaine d'années. C'est donc un film où la réalité se mélange avec les rêves et les souvenirs. Les performances des actrices sont toutes incroyables, il y a des scènes extrêmement touchantes comme lorsque le père d'Adam s'excuse de ne pas être venu le consoler quand il pleurait dans sa chambre, la scène au diner vers la fin entre Adam et ses parents lorsqu'il est rappelé à la réalité, ou encore la scène finale entre Adam et Harry qui donne une portée au film universel, cosmique même. Le film a une ambiance, une atmosphère très onirique. Adam, même s'il est parfaitement conscient que ses parents sont morts, perd petit à petit le sens de la réalité.
et ça se ressent dans la narration et dans le montage qui sont de plus en plus décousus au fil du film. Je pense surtout au moment où Adam et Harry sortent en boîte et à ce qui se passe ensuite. Le côté fantastique se marie très bien avec le côté plus dramatique, parce que ce côté fantastique, c'est le concept à la base du film, le fait qu'Adam puisse revoir ses parents et parler avec. C'est de cette prémisse que découle l'aspect dramatique, et c'est ce qui permet au film d'aller au-delà de la petite histoire. Au fond, c'est un film bouleversant qui parle de deuil, d'homosexualité, mais surtout de solitude. Il met en scène des espaces vides, comme l'immeuble ou la ville, pour illustrer le vide émotionnel que ressentent les personnages, et comment ils essaient de le combler. Prochain film, Les Fantômes de Jonathan Millet avec Adam Bessa, Julia Franz Richter et Taufik Barom. Peut-être je me trompe, peut-être ce n'est pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. C'est l'histoire d'Hamid, membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe, dont la quête de retrouver son ancien bourreau le mène à Strasbourg. C'est un thriller d'espionnage hyper tendu, très axé sur la psychologie du personnage principal, qui est magnifiquement interprété par Adam Bessa. On suit son enquête et sa vie solitaire, en même temps qu'il doit faire face au stress post-traumatique de son emprisonnement, et qu'il doit faire le deuil de sa vie d'avant. Il y a un très bon équilibre entre toutes ces facettes du personnage, et c'est d'autant plus impressionnant que c'est le premier film de Jonathan Millet. Le film pose également la question de l'après. Que se passe-t-il après l'enquête, une fois que les preuves sont réunies? Est-ce que les transmettre aux autorités compétentes suffira à traîner ces criminels en justice? Sinon, quelles autres options existent-ils? Il questionne aussi les motivations de ces personnages. La justice, la vengeance, autre chose? Le film explore très bien tout cela, sans pour autant trancher de manière catégorique. Les Fantômes est d'autant plus d'actualité, puisque Hamid, le personnage principal, est un survivant de la prison de Saïdnaya. La prison qui a été libérée en décembre 2024 lors de la chute du régime de Bachar el-Assad, et où étaient enfermés, torturés, tués des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, d'opposants politiques, journalistes, avocats, etc. Pour en revenir au film et à son titre, il met bel et bien en scène des fantômes. Des vies invisibles cachées en plein jour, des vies passées qui n'existent plus, mais qui errent dans le monde et qui hantent les personnages. Prochain film, l'histoire de Suleiman de Boris Lochkin avec Abou Sangaré. Suleiman, Mouriandi, moi j'ai besoin de sous. Demain, je te paye à 13h. On suit donc Suleiman, jeune Guinéen travaillant à Paris comme livreur à vélo pendant les 48 heures précédant son entretien de demande d'asile. Suleiman doit préparer son entretien, mais il a besoin de certains papiers. Ces papiers, il doit les acheter. Et pour les acheter, il doit travailler. Et comme il est sans papier, il doit louer un compte de livreur à domicile pour espérer se faire assez d'argent pour pouvoir acheter ses papiers. C'est donc un film hyper haletant, stressant, une véritable course dans Paris qui ne s'arrête jamais. La caméra est toujours très proche du personnage principal pour nous en faire ressentir toute la tension. Durant le film, Suleiman n'est presque jamais maître de son destin. Lorsqu'il a une interaction avec quelqu'un qui n'est pas sans papier comme lui, il y a tout de suite une hiérarchie qui se met en place. Un rapport de dominant-dominé. Que ce soit avec des personnes qui disent vouloir l'aider, avec la police ou avec la personne en charge de son entretien. Il est censé se rappeler à sa condition de sans-papier, qui n'appartient pas au même monde qu'eux, et que la société dans laquelle il vit tend à le déshumaniser. De par la politique immigrophobe et raciste qui est mise en place, et qui a pour conséquence d'invisibiliser et de criminaliser les vies comme la sienne. Au-delà de l'entretien, l'enjeu pour Suleiman va être de se réapproprier son histoire. Dernière chose sur le film, il offre une belle sensibilité dans les scènes les plus calmes, où l'acteur Abou Sangaré brille et offre une très belle performance. Le dernier film dont je vais parler, c'est celui qui m'a le plus marqué cette année, et d'assez loin je pense, c'est La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller et Christian Friedel. C'est un film qui peut être assez difficile à regarder. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et on suit la vie de famille du commandant du camp d'Auschwitz, Rudolf Höss, de sa femme Hedwig et de leurs enfants. Le film prend le parti de ne jamais nous montrer ce qu'il se passe à l'intérieur du camp. On reste toujours du point de vue de la maison de la famille Höss, qui est en bordure du camp. On n'est pour autant et bien heureusement jamais en empathie avec eux, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit des nazis et le film n'essaie pas de les faire passer pour autre chose. Il conjugue une représentation du nazisme plus en accord avec l'histoire contemporaine et inédite au cinéma. Je vais pas développer plus ce point sinon ce serait beaucoup trop long, mais si ça vous intéresse, allez regarder les travaux de Johan Chapoutot ou de Christian Ingrao. En plus d'un sound design glaçant, la réalisation est très froide. La caméra est assez distante des personnages, mais on les voit quand même vivre leur vie de rêve. Grande maison, jardin fleuri avec piscine, des pique-niques au bord du lac, barbecue avec les voisins. Par ce parti pris, le film met en avant plusieurs choses. Qu'avec un peu d'habitude, n'importe quoi peut devenir un simple élément du décor, y compris un génocide. Que les barrières physiques et psychologiques sont déshumanisantes et mènent au pire. Et que les richesses et les privilèges de certains se construisent sur la souffrance et la mort des autres.
Et le film, en posant sa caméra du côté des nazis, nous interroge directement sur nous-mêmes, sur ce qu'on accepte tous les jours parce qu'on en a l'habitude, sur les barrières qu'on a ou qu'on se met et qui nous empêchent de reconnaître l'autre en tant qu'être humain, sur les privilèges qu'on possède et au détriment de quoi, de qui. Et dans ce sens, c'est un film actuel, d'autant plus actuel qu'on peut toutes et tous voir chaque jour des images du génocide à Gaza sur nos smartphones. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. Dernière chose sur le film, j'ai trouvé la scène de fin incroyable, dans la manière qu'elle a de faire dialoguer l'époque du film avec la nôtre, et dans le propos qu'elle porte sur la déshumanisation. Voilà pour 2024, je mentionne maintenant quelques-unes de mes attentes pour l'année prochaine. Dans l'ordre chronologique, il y a La chambre d'à côté de Pedro Almodóvar avec Julianne Moore et Tilda Swinton, Queer de Luca Guadagnino avec Daniel Craig, Ernest Cole Lost and Found de Raoul Peck, un documentaire sur le premier photographe à avoir documenté l'apartheid en Afrique du Sud, Mickey 17 de Bong Joon-ho qui revient à la science-fiction avec Robert Pattinson, 28 ans plus tard de Danny Boyle qui revient pour le troisième film de la saga plus de 20 ans après le premier, Superman Legacy de James Gunn qui ouvre le nouvel univers super-héroïque de DC, en espérant qu'il soit mieux que le précédent, Predator Badlands de Dan Trachtenberg, j'avais plutôt aimé Prey, donc je suis curieux de voir ce qu'il peut faire avec un deuxième film dans cette saga, The Running Man d'Edgar Wright, une adaptation d'un roman de Stephen King, et Avatar 3 de James Cameron pour bien finir l'année, on espère. Deux autres films qui n'ont pas encore de date de sortie mais qui j'espère vont sortir cette année, Ash de Flying Lotus, premier film du compositeur-producteur californien, et Mother Mary de David Lowery. Passons maintenant aux séries avec d'abord quelques mentions honorables. Has-Been Hotel, une série animée sur la princesse des enfers qui gère un hôtel de rédemption des damnés, en comédie musicale. Trop bien. C'est notre dernière chance de pouvoir convaincre le paradis qu'une âme peut se racheter. Bonjour, monsieur. Va niquer ta grand-mère! X-Men 97 qui suit les X-Men et Magneto suite à la mort du professeur Xavier. Magneto. Voici le testament de Charles Xavier contenant ses dernières volontés. Tout ce qu'il a construit durant sa vie est maintenant à moi. Dan Dadan, un animé un peu what the fuck sur deux ados qui doivent combattre des fantômes et des extraterrestres. Et la saison 4 de The Boys. Apparemment, il y a des gens qui découvrent maintenant que Homelander, c'est le grand méchant de la série. Flippant. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois, c'est le merdier que j'ai créé. J'ai bien kiffé ces séries, mais elles ne m'ont pas autant marqué que les 3 dont je vais vous parler. Je commence par la 3e saison d'une série dont j'ai déjà parlé ici l'année passée, à savoir The Bear. Tu veux vraiment changer le menu tous les jours? Cette liste, c'est un truc de cinglé. Elle est non négociable. La saison 3 reprend directement après les événements de la fin de la saison 2 et l'ouverture catastrophique du restaurant. Et en termes de qualité, que ce soit à l'écriture, à la réalisation, au montage, aux performances, c'est toujours au top. Une des meilleures séries actuelles. Dans cette saison, on suit les semaines qui suivent la réouverture du restaurant et toute la pression qui en découle. Carmi met des exigences extrêmement hautes pour lui et son équipe, et cela crée un environnement de travail stressant, dysfonctionnel et toxique. Il retombe dans ses travers en faisant casse à tête et en imposant des directives à tout le monde. Cindy de son côté gère comme elle peut, mais le niveau de stress monte et elle est tiraillée entre son engagement envers Carmi et l'envie d'avoir un environnement de travail plus sain. Richie, lui, continue sa belle évolution entamée dans la saison 2 et s'investit beaucoup dans le restaurant et pour sa fille. Mon ressenti par rapport à cette saison est assez paradoxal. En même temps, j'adore vraiment la série, et en même temps, je peux pas la regarder n'importe quand, ni trop d'épisodes à la fois, tellement elle me tend, elle me stresse en fait. Quand je vois Carmi répéter les mêmes schémas toxiques que plus tôt dans la série, de voir comment ça le détruit lui et comment ça affecte les autres, Sydney en particulier, qui aurait toutes les raisons de claquer la porte. Mais c'est aussi à mettre au crédit de la série, d'arriver à me faire ressentir pleinement ce que les personnages vivent. Il y a quand même dans la saison, comme dans les 2 premières, des moments beaucoup plus tendres. L'épisode centré sur Tina et comment elle est arrivée au restaurant, sa première rencontre avec Mikey. L'épisode de l'accouchement de Natalie aussi, même s'il y a un niveau de stress très élevé entre elle et sa mère, ça offre un beau moment entre les deux et un début de réconciliation. Donc ouais, The Bear, toujours au top, à regarder avec modération par contre. Une des plus grosses sorties en série cette année, c'était la saison 2 d'Arcane.
J'avais vraiment adoré la saison 1 qui était sortie en 2021, et même si j'ai une pointe de déception pour la saison 2, j'ai quand même bien aimé. Je vais plus m'attarder sur ce que j'ai le moins aimé de cette saison parce que je pense que je peux en dire des choses plus intéressantes, mais gardez à l'esprit que mon ressenti global est quand même positif. Déjà, je n'ai pas trouvé très intéressant l'arc narratif entre Victor et Jace, surtout depuis l'épisode 3. J'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur. En fait, je crois que je suis pas hyper sensible aux thématiques plus métaphysiques que cet arc invoque, donc forcément j'ai moins aimé. Mais bon, j'en tiens pas à rigueur à la série pour autant. Là où je suis plus déçu par contre, c'est que j'ai l'impression que la saison 2 laisse un peu tomber les thématiques politiques de la saison 1, notamment les relations entre la ville de Piltover et de Zaun. Au début de la saison 2, et suite aux actions de Jinx à la fin de la saison 1, Piltover prend un tournant fasciste. Mais la responsabilité des personnages qui y participent n'est pas engagée, Caitlyn en tête et Vi également. A la place, tout est mis sur le dos d'Ambessa, qui est certes une manipulatrice, mais qui n'est pas la seule responsable de ce tournant fasciste. Du coup, la fin de la série tombe un peu dans un manichéisme que la saison 1 arrivait à éviter. Et dans la conclusion de la série, je trouve que ce tournant est assez vite passé sous le tapis, et que la situation politique entre Piltover et Zaun reste trop floue sur ce point. Voilà, maintenant l'animation est encore une fois incroyable, j'ai beaucoup aimé l'évolution des relations entre les personnages et des conflits interpersonnels qui existent. J'ai beaucoup aimé comment Jinx évolue avec Sevika et Isha, j'aurais aimé voir un petit peu plus Echo, un peu comme la saison 1. Malgré les réserves que j'ai sur cette saison, c'est quand même au global une série d'une grande qualité et qui est assez unique en son genre pour un tel budget. La dernière série dont j'aimerais parler, c'est We Are Lady Parts, créée et réalisée par Nida Manzoor, dont la saison 2 est sortie en 2024. Comme c'est une série pas très connue, je vais parler des deux saisons en même temps. En bref, c'est l'histoire d'un petit groupe londonien de punk rock uniquement composé de femmes musulmanes. La série commence lorsque Amina rejoint le groupe Lady Parts qui cherche une guitariste supplémentaire. Et on va suivre l'évolution du groupe et de ses membres au fil des épisodes. Amina donc, Saïra, la chanteuse principale et guitariste, Aïcha, la batteuse, Bisma, la bassiste et Momtaz, la manageuse. Cette série c'était vraiment une excellente surprise. Déjà elle est super drôle et la musique est trop bien, entre les chansons du groupe et les quelques reprises de chansons très connues. Les chansons du groupe, et par extension la série, traitent de leur vie de tous les jours, les difficultés qu'elles rencontrent, les stéréotypes auxquels elles font face. Par exemple, la chanson Voldemort Under My Headscarf se moque des gens qui se demandent bien quand même ce qu'elles peuvent cacher sous leur voile. La série propose une grande représentation des femmes musulmanes et qui ont chacune un rapport différent à la religion et chacune une manière différente de l'exprimer. Et le cœur de la série pour moi c'est de voir comment chacune des membres du groupe se construit son identité entre la religion, le fait de faire de la musique, du punk qui plus est, leurs obligations respectives, les oppressions auxquelles elles font face et leur personnalité. Même si elles ont occasionnellement des disputes, c'est vraiment lorsqu'elles jouent ensemble qu'elles peuvent exprimer le plus librement leur identité. Et il y a une belle complicité qui se construit entre elles tout au long de la série. À travers ces personnages, Nida Manzoor aborde des questions sur la maternité, sur le coming out, sur la transmission entre les générations, sur l'importance de la représentation et sur l'art dans un système capitaliste. Et de ce côté, la fin de la saison 2 est parfaitement punk. Il y a également des belles idées de mise en scène, notamment lorsqu'il est question de la censure du studio, qui vont chercher du côté de l'horreur. Bref, je vous conseille vraiment de regarder cette série, c'est très court en plus, 12 épisodes d'environ 25 minutes chacun. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce pour une potentielle saison 3, ce que j'espère fortement, mais si la série venait à ne pas être renouvelée, tous les arcs narratifs se concluent à la fin de la saison 2, donc il y a au moins ça. Si vous voulez juste voir de quoi ça a l'air, il y a les 5 premières minutes du tout premier épisode qui sont dispo sur YouTube. Lien ici ou en description. J'ai pas regardé tant de séries que ça l'année passée, du moins pas autant que j'aurais voulu. J'aimerais bien rattraper notamment la saison 2 de Silo, la saison 3 de Vox Machina, la série DJ Mehdi Made in France, diffusée sur Arte, et la saison 1 de l'animé Glouton et Dragon. Sinon pour 2025, deux grosses attentes, Severance saison 2 qui sort tout bientôt, et The Bear saison 4 qui sort à l'été normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des films et des séries dont j'ai parlé, et dites-moi surtout quels ont été vos films et séries préférés de 2024. Comme j'ai dit en intro, la semaine prochaine je sors une vidéo sur mes albums préférés de l'année passée, et en février je sors une grosse vidéo sur le All-Star Game NBA. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, vous allez apprendre plein de choses, et si vous savez de quoi je parle, eh bien abonnez-vous pour ne pas la rater. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Letterboxd, sur Twitter, je sais pas jusqu'à quand, et je vous dis à la semaine prochaine sur The Great Many.